décryptage par Jamaldine Benchenouf. Bonsoir. Pour les médias relativement libres et qui ont fait le choix de commémorer la mémoire de personnalités historiques disparues, le choix de celle-ci, et pas d'autres, procède toujours d'un préalable, d'un ancrage et surtout d'une vision politique, pour parler vrai. Oui, parce que n'importe quel téléspectateur, lorsqu'on fait le choix pour lui de commémorer la mémoire d'une personnalité disparue plutôt que celle d'une autre, est en droit de parler d'arbitraire, de chercher à comprendre pourquoi celle-ci, cette personnalité, et pas une autre. En fait, si le choix est toujours relatif, en effet, il obéit néanmoins à des considérations politiques circonstanciées. Et en l'occurrence, pour les médias et des réseaux sociaux qui dénoncent le système politique algérien, qui a pris en otage le destin de son peuple, les personnalités naturellement éligibles à de telles commémorations émergent en fait d'elles-mêmes pour de telles couvertures par la seule date de leur disparition. Vous allez bien évidemment attendre de moi que je m'explique. Vous demandez pourquoi Abdelhamid Mahri, Rabbi Rahmou, dont on célèbre aujourd'hui la mémoire, pourquoi lui? Pourquoi celle de Aïd Ahmed? Il n'y a pas très longtemps celle de Ali André Msili, de Abbasi Medani, de Ali Yahya Abdelnour et d'autres encore, qu'ils reposent tous en paix, et pas la mémoire d'autres personnalités entrées pourtant de plein pied dans l'histoire de notre pays comme ces grands héros de la très grande guerre de libération, depuis le premier au dernier jour de la colonisation, et qui se comptent par centaines au moins parmi les plus connus. La réponse est toute simple. En fait, nos grands compatriotes, dont nous convoquons à chaque fois la mémoire, ne sont dans la liste, si je peux dire, que parce qu'ils ont tous joué un rôle de premier plan dans la lutte contre l'actuel régime. Celui qui a le contrôle maintenant, aujourd'hui, sur le pouvoir, celui qui est issu de ceux qui lui ont passé la consigne et le pouvoir, ou à quel il l'a lui-même arraché. Ce pouvoir issu d'une armée des frontières, puis d'une junte forgée dans le coup d'État permanent et qui, leur venue, n'a plus craint de se dissimuler sous les oripeaux de la légalité frelatée pour prendre le pouvoir par les armes en faisant couler des fleuves de sang. Ce sont les personnalités qui ont été prises dans cette tourmente, dans cette atroce tragédie que nous rappelons régulièrement au souvenir des Algériens pour faire le point, pour garder intacts les repères au milieu de la tempête, pour déjouer la sombre stratégie de brouillage des cartes une stratégie qui cherche à instituer la désinformation en trompe-l'œil, en cinéma, comme disent les Algérois.
Il y a 14 ans disparaissait Abdelhamid Mahri, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir depuis Marseille Rafiq Bouhlal, analyste politique, et Nazim Taleb, membre du bureau politique de Rachad depuis Paris. Rachid Bouhlal, merci d'être des nôtres aujourd'hui. Bonsoir, c'est Jamel. Merci de votre invitation. Un chaleureux bonjour à votre invité et aux téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne Afrique du Nord et à tous les Algériens. Et merci encore pour cette invitation. C'est un plaisir, Rafiq Bouhlal. Nazim Taleb, membre du bureau politique de Rachad, qui nous a fait le plaisir, lui aussi, d'être des nôtres. Nazim Taleb, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Mes salutations chaleureuses à vos invités, à vous aussi, Merci. à toute l'équipe technique et bien sûr à tous vos téléspectateurs. Merci. Alors, Nazim, puisque vous êtes avec nous, on va commencer donc avec vous. Que vous inspire la personnalité de Abdelhamid Mahri, Rabbi yarhamou? Mais avant de vous donner la parole, nous allons donc écouter quelques informations sur lui. La soundbite one, please, que nous allons regarder. Quelques images sur Abdelhamid Mahri. رجال من الزمن الجميل ومناظرون من الرعيل الأول رحلوا في الزمن الرديء. أساء لهم المسيئون أحياء وما رد لهم الاعتبار أمواتا. بشاعة النظام في التنكيل بمعارضيه وإن كانوا من الرعيل الأول في النضال والجهاد من أجل الاستقلال والقادة بعده لا توصف. المرحوم عبد الحميد مهري لم تسمح له مبادئه وقناعاته بتزكية انقلاب جونبي 92 وسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه فدفع الثمن غاليا. مهري رغم حكمته وهدوئه ووسطيته لم يسلم من انتقاد النظام منه شر انتقام لمعارضته واجتهاده لحل سلمي حقلا لدماء الجزائريين. الحكيم تعرض لحملة شرسة استهدفته في منصبه لتنحيته من قيادة الجبهة فيما عرف بالمؤامرة العلمية وإقصائه من الحياة السياسية، واستهدفته في شخصه وعائلته بحرمانه من حقوقه المشروعة باعتباره مواطنا ومجاهدا ومسؤولا ساميا في البلاد لعشرات السنين. المجاهد والمناضل في الحركة الوطنية وعضو مجلس الثورة والوزير والسفير وأمين عام الحزب العتيد باع بيته ليعالج زوجته المريضة. الحكيم رحل وفي حلقه غصة وإساءة لم يهضمها عندما اتهمته السلطة الإنقلابية بالخيانة عقب مشاركته في مؤتمر سنتيشيديو بروما. التهمة تجرأ على توجيهها بإعاز أحد بيادق الإنقلابيين لكبار هذا الوطن مهري وبن بلة وآيت أحمد وكل المشاركين في عقد روما. الحكيم المناضل والرمز تحدى الإنقلابيين بمحاكمته بتهمة الخيانة إن استطاعوا، لكنهم ما تجرؤوا وظلت تلك لعنة ومعرة تطاردهم. Mea culpa, vous avez le droit de nous blâmer, de nous critiquer. Cette émission est en français, nous aurions dû vous la traduire, cette présentation en français. Nous assumons notre faute. Merci à vous. Pardon de vous avoir donc infligé, pour tous ceux qui ne comprennent pas l'arabe ou qui auraient préféré l'écouter en français, cette présentation. Nazim Taleb. Eh ben, je vais peut-être faire la traduction. Oui, ce serait bien. Non, effectivement, le documentaire, il est très bien résumé. Le personnage de Abdelhamid Mahri et même si les reportages dureront des heures ne lui rendront pas hommage à ce grand homme qu'il a été et dont l'héritage aujourd'hui est toujours présent. Effectivement, c'est très jeune, il s'est encarté avec le PPA puis le MTLD, il a fait la prison entre 54 et 55. Il a fait partie du CNRA, du CCE, puis plusieurs postes de ministre avant de devenir ambassadeur à Paris, puis très brièvement au Maroc, pour revenir à la tête du FLN.
Abdelhamid Mehri, c'est malheureusement, et on le dit avec une grande tristesse, il avait la stature d'un homme politique, d'un chef d'État, très conciliant, très sage. On le voyait même avec le débat du défunt Abbassi Madani, beaucoup dans la mesure, beaucoup dans la sauvegarde de l'Algérie, d'une issue politique et pacifique du processus de transition en Algérie. Il est resté droit dans ses bottes, effectivement, après le coup d'État de 91, qu'il a refusé de cautionner. Il est même allé plus loin, où il a commis, d'après le régime, l'innommable, c'est-à-dire aller à Saint-Égidio pour rencontrer Ahmed Ben Bella, aussi très jeune en carte PPA, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas. Hein. Il a bien sûr fait des fautes quand il était président, mais en tout cas, il était très militant dès les premières heures. Ahmed, bien sûr, la tête pensante de l'OS, l'organisation spéciale, quand il était au lycée de Boufarik. Donc, tous ces grands hommes se sont rencontrés à Saint-Égidio, à Rome, en 94-95, pour proposer une solution et arrêter les fusions de sang qui étaient déjà par dizaines, voire par centaines en Algérie, qui allaient en crescendo après le Saint-Égidio pour devenir des milliers, et malheureusement 250 000 morts au bas mot, plus 30 000 disparus, plus d'1 million de déplacés et des ravages sur l'économie, sur la culture, sur le bien-être, sur le mal, sur la vie des Algériens, et on en paye aujourd'hui les conséquences. Et bien sûr, je vais pas tarder, mais Abdelhamid Mehri, il a toujours eu, cette phrase, cette belle phrase, qui est toujours d'actualité d'ailleurs, qui disait ce régime, il fait tellement le désert autour de lui qu'un jour, il va chercher des opposants à qui il va parler, il va trouver personne. Effectivement, c'est une phrase qui est toute pertinente et qui est toujours d'actualité. Et pour finir, peut-être que vous l'avez pas cité dans votre présentation, Jamal Din, mais vous avez eu également l'occasion de le voir à l'occasion de Cordoba, je crois que c'était en novembre 2008, où malgré son âge, malgré le refus du régime de prendre en charge la maladie de sa femme, comme l'a indiqué le documentaire, il a dû vendre, le pauvre, la maison de sa femme pour pouvoir la soigner. C'est dire que ce régime n'accepte pas la contradiction, n'accepte pas l'opposition, et il tire un trait de plume sur tout votre passé militant, où vous avez donné votre jeunesse, votre énergie pour ce pays, et d'un trait de plume, ça n'existe plus parce que vous vous êtes opposé de lui et ils l'ont traité comme un moins que rien. Mais ça, c'est pas surprenant de la part d'un régime illégitime, criminel et médiocre. Et la médiocrité, effectivement, c'est ce qui définit ce régime actuel, parce que des gens comme Abdelhamid Mehri, Ben Bella, Aït Ahmed, malheureusement, il nous manque énormément. J'avais cette réflexion, Melvin, pour dire qu'à l'époque, 95% des Algériens étaient illettrés quand la France a quitté l'Algérie. Et malgré ça, la colonisation en produit des gens d'une qualité intellectuelle, d'un nationalisme, d'un amour pour le pays, d'un dévouement. Et aujourd'hui, quand on voit les gens, comment les chefs politiques, ils ne lui arrivent même pas à la cheville, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune vision, ils savent même pas parler, aligner deux phrases, pour ne pas dire ne savent même pas s'habiller, et c'est vraiment dommage, c'est une grande perte pour l'Algérie. Rabbi yarhamou wa yus'ali. Rabbi yarhamou, merci pour ce bel hommage. En effet, j'avais eu l'occasion de le rencontrer personnellement lors de cette fameuse conférence. On a longtemps discuté, j'ai été émerveillé par la verve et l'érudition et la parfaite maîtrise des deux langues, français et arabe, de ce grand homme,
et sa grande ouverture d'esprit. Beaucoup de gens pensent que c'était un islamiste un peu. Ce n'était pas le cas du tout. C'était un homme d'une ouverture d'esprit, mais qui était droit dans ses bottes pour tout ce qui concerne les grands principes. D'ailleurs, beaucoup de gens se demandent comment un tel homme qui a participé au mouvement national, qui a été dans la révolution de novembre dès son commencement, qui a toujours soutenu les causes justes, comment a-t-il pu collaborer avec un tel régime si longtemps, au point où sa vie politique aujourd'hui se scinde dans deux, l'avant et l'après. L'avant, quand il était l'avant coup d'État, fameux coup d'État scientifique, et l'avant Sant'Egidio, et l'après, où il est sorti net, pur de la gangue systémique qui l'entourait et qui est apparu sous son véritable jour de grand militant pour la démocratie. Moi, de tout ce qu'il a dit, je garde une citation de lui que j'aime beaucoup et qui illustre d'une façon absolument fabuleuse la nature de ce régime, de ce système, de cette mafiocratie, de cette médiocratie, lorsqu'il a dit نحن في وقت الرداء وللرداء أهلها ou أهلها, أهلها. Et là, je vais traduire, c'est tout ce que je sais faire d'ailleurs, traduire cette petite sentence. Je vais traduire en substance, nous sommes en des temps de médiocrité et à la médiocrité ses adeptes. Rafiq Bouhlel, je vous laisse donc nous dire votre sentiment sur cette commémoration, sur cet homme. Rabbi Rahmou. En tout, c'est un grand homme qui rentre dans la lignée des Algériens qui ont laissé une trace indéniable et indélébile à travers les générations, et que ces paroles, même 14 ans après sa disparition, sont toujours reprises. Ces paroles qui sont visionnaires et qui étaient un grand visionnaire, car ce qu'il disait dans les années 90 se produit aujourd'hui en 2026. Comme tous les vrais patriotes qui ont réellement œuvré pour le pays, pour une réelle démocratie, pour une réelle lutte pour que le peuple soit souverain, il a été, comme ses prédécesseurs et ses successeurs, traité de traître, comme Aït Ahmed dans le temps, comme plus récemment Bourga'a, et ce qui montre que tous les vrais patriotes algériens, tous les vrais politiciens algériens, tous les vrais visionnaires algériens, depuis 1962 à 2026, sont traités de la même façon, à savoir accusation d'être des traîtres. Ils touchent à leur famille, ils touchent à leurs biens, ils essayent de les enterrer vivants. C'est une démonstration que ce régime dictatorial illégitime, comme l'a dit si bien votre invité, c'est un régime qui n'a ni foi ni loi, qui n'hésite pas à détruire toutes les personnes qui sont contraires ou qui ont un avis contraire, et qui laisse autour d'eux un désert politique qu'on voit aujourd'hui en 2026 à travers des partis politiques à leur tête, pour la plupart ou pour la majorité écrasante, des clowns qui sont là pour applaudir le roi soleil, à savoir Abdelmajid Tebboune, et qui sont là pour applaudir et faire du théâtre, mais du théâtre de très très bas niveau. Quand on voit les interventions des uns et des autres,
tout va bien, Madame la Marquise, circuler, il n'y a rien à voir, toujours la politique de la main étrangère, etc., etc. Et dans ce, malheureusement, comment dire, dans ce couac politique qui dure depuis des décennies, des personnes de la stature de Abdelhamid Mehri, malheureusement, aujourd'hui, on les compte sur le doigt d'une main. On peut citer Karim Tabo, on peut citer Fethi Ghres, on peut citer aussi plein d'autres personnes qui essayent de montrer leur divergence politique. Et on voit aujourd'hui, malheureusement, que c'est les mêmes sentences, les mêmes sanctions, les mêmes façons de faire, ce qui malheureusement donne une image très négative de l'Algérie. On a une scène politique dénuée de tout sens critique. Toutes les personnes qui ont un avis contraire se retrouvent en prison ou à l'étranger. C'est pas normal que votre invité, qui est premier secrétaire de Harakat al-Rachid, soit à l'étranger, alors que sa place est à l'intérieur de l'Algérie, sur un plateau télé, en face ses contradicteurs, à savoir le RND, le RCD, le FLN et autres, en train de débattre sur un projet politique et sur un projet sociétal. Et malheureusement, tous les opposants politiques, toute personne qui a un niveau, que ce soit politique, économique, journalistique ou autre, se retrouve à l'exil pour que ce régime puisse s'entourer que de personnes malheureusement de très bas niveau, pour qu'ils puissent valoriser leur incompétence. On est dans une kakistocratie basée sur l'incompétence et basée sur la loyauté des clans des uns et des autres. Et malheureusement, cela produit un grand vide qu'a prédit Abdelhamid Mehri il y a 30 ans. Et on le vit malheureusement aujourd'hui. Et on en paye le prix, que ce soit à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Merci beaucoup pour cet hommage. Je voulais néanmoins peut-être nuancer certains de vos propos, vous me pardonnerez. Ravir Bouhlel, vous qui êtes souvent dans la justesse des propos, quand vous parlez de ces individus, de ces tristes individus qui entourent Tebboune, les courtisans, les nervis, qui grouillent autour de Tebboune, qui sont capables de toutes les turpitudes, de toutes les bassesses, pourvu qu'on leur jette la pâtée, les qualifier de clowns, je crois que c'est très injuste pour les clowns. Ces sympathiques, ces merveilleux amis qui nous apportent la joie, qui nous font rire, qui éclairent notre vie, rien à voir. De traiter ces gens de clowns, c'est insulter les clowns, pardonnez-moi. Et parler de M. Tebboune comme d'un roi soleil, c'est tout aussi insultant pour ce grand roi qu'a été le roi soleil et qui a marqué d'un passage lumineux son règne, qui a hissé la France au sommet des nations de l'époque. Donc je voulais vous faire cette petite remarque, vous me le pardonnerez. Non, avec plaisir, avec plaisir. Merci. Avec plaisir. J'utilise le mot clownesque, c'est pour ne pas, quand j'entends Ben Guerina qui ose dire devant la télévision, en jetant du caprice aux militants du Viagra politique, c'est insultant et c'est vraiment un manque de respect pour le peuple algérien. Quand on entend le premier secrétaire du RND qui était pour le 4e, le 5e mandat de Bouteflika, qui se retrouve aujourd'hui en train de enfoncer Abdelmajid Tebboune aussi, c'est un manque de respect pour les Algériens. Effectivement, les clowns apportent la joie de vivre et le sourire à travers leur spectacle. Eux, malheureusement, apportent la tristesse et apportent un niveau de bassesse que l'Algérie n'a jamais connu. Aujourd'hui, ils sont malheureusement, encore une fois, à l'opposé de ce que doit être l'Algérie. Concernant Tebboune, malheureusement, moi, je suis l'un des plus grands critiques. C'est un incompétent notoire, c'est un corrompu notoire,
sa place n'est pas à la tête de l'Algérie. L'Algérie est plus grande que lui. Au pire de sa carrière, au maximum de sa carrière, et je lui ai dit plusieurs fois, je ne lui confierai pas une épicerie de quartier pour la gérer. Aujourd'hui, il se retrouve à la tête d'un État comme l'Algérie, le 10e plus grand pays avec 2 380 000 km², qu'il a détruit avec Shengriha, avec les services secrets, avec les généraux, de la honte. Honnêtement, l'Algérie mérite beaucoup mieux que Abdelmajid Tebboune et sa bande de politiciens de très bas niveau. Vous avez totalement raison, Sidjan. Merci. Alors, moi j'aimerais bien que nous parlions un peu de cette fatalité, pour ne pas dire de cette malédiction qui semble frapper notre pays, comme si quelque part quelqu'un nous punissait d'être ce que nous sommes, en nous imposant, en nous infligeant des personnages absolument ubuesques, hein, rappelez-vous, y compris parmi ceux qui sont aujourd'hui en prison, comme Roule, le fameux Roule et ce qu'il disait, comme les fameuses Léliettes. Aujourd'hui, nous avons les Tebbouniyettes qui ont dépassé tout le monde depuis 1962. Jamais on n'a eu un tel menteur, un tel grossier menteur depuis 1962. Rappelez-vous, lorsque ils ont voté la loi à l'unanimité sur la criminalisation du colonialisme français, cette hystérie qui s'est emparée des gens qui ont chanté ce couplet précis qui dénonce la France, qui a été écrit par Mufti Zakaria à un moment donné, pendant la guerre contre la France coloniale, contre le colonialisme, et qui avait été retiré à un certain moment, hein, parce que pour ne pas gêner les relations entre les deux pays, et que eux ils ont chanté avec une grande fierté et tout, pour à la fin se retrouver déboutés par le Sénat, parce que le Sénat il a reçu un coup de sifflet, non, il ne faut pas voter, par les mêmes qui leur ont dit de voter, parce que dans les coulisses ça ne se passait pas très bien. Mais je voulais dire tout ça, pourquoi pardon. Rappelez-vous cette fameuse juge Khawa Khawa, et c'est les parlementaires qui le disent, censés incarner l'esprit des lois, censés savoir que la seule unité qui existe, la seule entité qui existe au sein d'une nation, c'est le peuple. Et le peuple qui inspire toutes les institutions, qui est l'incarnation de tout ce qui sort de lui, de sa volonté, de sa souveraineté. On ne peut pas dire Jish Sha'b Khawa Khawa. Ça veut dire, c'est reconnaître qu'il y a dans ce pays deux entités distinctes. Alors, ça c'est en 1926. Écoutez ce que disait Mahri il y a plusieurs années. Écoutez cette perspicacité, cette honnêteté de l'âme, cette honnêteté de la personne, cette dignité qu'il portait. Écoutez-le, ce qu'il dit, M. Mahri, pour dire à l'armée de rester à sa place et que la souveraineté est au peuple et que c'est au peuple seul de décider. Écoutez-le. الديمقراطية التي تحتاج إلى الدبابة لحمايتها هي ديمقراطية مريضة. لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. كيف وصلنا إلى هذا؟ ما هي الممارسات التي جعلت الشعب يرتاح لمظهر القوة؟ هذا سؤال لا نجيب عليه هنا لأنه يخص كل واحد منا، لكن معناه أن هناك خطأ وأن هناك ممارسات جعلت الديمقراطية في نظر الشعب غير سليمة. Pardon, là aussi de ne pas vous avoir traduit. En substance, hein, grosso modo, il se demande ce qui se passe dans ce pays. Un État qui
qui croit que la démocratie s'impose par les blindés et qui ne comprend pas que la démocratie avec les blindés, ce n'est plus de la démocratie, ça pose problème. Comme se pose problème aussi, nous dit-il, le fait douloureux, incompréhensible, que le peuple ne peut être rassuré que par la présence des blindés. Et il dit, là est un vrai problème politique. Nazim Taleb. C'est quoi la question? Je n'ai pas entendu la question, pardon. Pardon? La question est ce que vient de nous dire, Abdelhamid Mahri, Rabbi Rahmou, sur ce régime qui nous parle de démocratie, Algérie, république algérienne démocratique et populaire, et qui, pour appuyer cette affirmation de plusieurs pléonasmes, a besoin des blindés pour asseoir sa démocratie à lui, la démocratie par les blindés. Et il dit aussi, malheureusement, que les peuples qui ne peuvent être rassurés que par la présence des blindés, il dit c'est un vrai problème. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Nazim Taleb, sur cette... Bon, effectivement, une démocratie, en fait, c'est antinomique de dire démocratie et imposer le politique par le blindé. C'est pas possible. Ça ne marche pas ensemble. Un État démocratique est par définition un État civil, c'est-à-dire que le pouvoir est aux mains du peuple, qui bien sûr élit le représentant au sein d'un parlement pour légiférer, pour proposer des lois, pour voter des lois, etc., etc. Donc, quand il y a eu la crise en 91 et le coup d'État décidé par les généraux, appuyé par des puissances étrangères, là, on est bien sûr, bien évidemment, dans un arrêt complet du processus démocratique en Algérie. Donc, ce n'est pas une maladie, c'est un arrêt de mort. C'est au-delà d'une maladie. Parce que l'armée, quand je parle de l'armée, bien sûr, je parle des généraux, des décideurs de l'armée, ont décidé que le peuple a mal voté, que le peuple s'est trompé, et que pour corriger cela, on va sortir des blindés pour lui faire peur et lui dire « Eh bien, ça ne sera pas comme toi tu as voté, comme toi tu as choisi, mais c'est nous qui allons décider pour toi. » Et ça a toujours été le cas, malheureusement, depuis 92, mais depuis 62 également. Depuis les 3B, ça a toujours été, malheureusement, bon, sans revenir, parce que ça va toujours créer la polémique, mais les 3B, c'était Bentobal, Belqasem et Boussouf. Donc, après, il y a eu bien sûr le coup d'État en Libye, donc on était déjà dans des coups d'État permanents. Après, il y a eu le coup d'État de 65. Donc, l'armée a toujours s'est approprié l'Algérie. Vous avez oublié, Nazim, le coup d'État fondateur, 62. Oui, ben justement, non, je vous ai parlé d'avant 62, après il y a eu 62, après il y a eu 65. Oui, vous avez parlé de Tripoli et vous avez sauté à 65. Mais vous avez oublié D'accord, effectivement. Donc, effectivement. Donc, 62, c'est pire, parce que 62, c'est non seulement il y a eu l'armée des frontières qui est rentrée, et elle a exterminé, d'après des historiens, des milliers de moujahidines, notamment à l'ouest. Notamment à la wilaya 3 et 4. Voilà, et donc il y a eu Rbessar, mais il y a eu un clash à un moment donné entre deux armées, c'est-à-dire que le risque d'un État complètement disloqué était vraiment très puissant. Rbessar, c'est vraiment un miracle que l'Algérie, à l'époque, n'a pas eu la destinée des autres pays, et certains pays en Afrique, où jusqu'à maintenant, c'est des fractions, c'est des milices qui s'entretuent. Alhamdoulilah. Donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, est-ce que la population est rassurée par voir des blindés? C'est toute la problématique quand vous avez un coup d'État.
La population, malheureusement, la parenthèse démocratique a été très brève, premièrement. Secondo, rappelez-vous que les médias ou le média omniprésent à l'époque, c'était le NTV. Et donc, les Algériens, quand ils regardaient le NTV, c'était à partir de l'arrêt du, l'arrêt du processus. Le coup d'État de 92, c'était envoyer à la télé des tueries, des embuscades, des policiers qui étaient morts, des militaires qui étaient morts, on commençait à faire des ratissages, etc. Donc, effectivement, on a créé, et ça, il y a énormément d'intellectuels qui en parlent, dont Noam Chomsky, un auteur que j'aime beaucoup, c'est-à-dire comment gouverner par la peur, c'est-à-dire on élève le curseur de la peur vers le haut pour pouvoir justifier la violence. Et ça, ce n'est pas qu'en Algérie, ça a été vu partout, en Égypte, pendant le coup d'État de Sisi. Voilà, c'était, les gens n'étaient pas contents avec Morsi. Et donc, le peuple en fait parader quelques milliers et on dit non, c'est le peuple qui appelle l'armée. Donc, le peuple, finalement, je ne crois pas. Peut-être que là, je suis peut-être pas d'accord avec Simari, il n'est pas conforté ou réconforté par voir le Baba, comme il dit, mais plutôt réconforté de voir un pays qui se stabilise et qui ne veut pas qu'on rentre encore une fois dans un cycle de violence. Rappelez-vous, en 62, les Algériens, quand il y a eu les factions qui se sont entre l'armée les frontières et l'armée de l'intérieur, les gens sont sortis par milliers, ils disaient quoi? Et donc, l'Algérien, il a tout cet historique derrière lui. L'Algérien, il a toujours, depuis des siècles, milité pour son indépendance, milité pour avoir une vie normale. Donc, il a connu 62, il a connu 65, il a connu le printemps berbère dans les années 80, il a vu que l'armée était capable de tuer 500 ou 600 jeunes en 88. Donc, forcément, quand vous montez le curseur et que vous dites qu'on a fait un coup d'État, on a arrêté le processus et forcément, la population se dit Baba va nous protéger parce qu'on risque d'aller dans l'abîme. Mais grosso modo, et pour juste retenir l'essentiel, la démocratie algérienne, qui a été très, très brève, effectivement, ne peut pas se baser sur la force. Une démocratie, c'est le dialogue. Des fois, malheureusement, c'est lent, c'est conflictuel, c'est de la confrontation, mais quand on fait appel à la force, c'est qu'il y a un problème. Et malheureusement, cette maladie perdure jusqu'à aujourd'hui. Pire encore, le régime aujourd'hui, il faut juste, en rappelant le cas de Selem, un économiste qui a dit c'est un projet d'investissement qui va forcément durer 40-50 ans pour qu'il soit bénéficiaire, il se retrouve en prison. C'est-à-dire que c'est un régime qui est complètement en panique, qui est complètement fermé à toute opposition, à toute contradiction, à toute critique. Et c'est ça, malheureusement, les conséquences du coup d'État de 92. C'est-à-dire qu'on est rentré finalement dans une logique militarisée de caserne. Je te donne des ordres et tu appliques. Et c'est exactement ça aujourd'hui en Algérie. C'est que le militaire, il est présent partout et il gère l'Algérie comme une caserne. Je t'ordonne de faire quelque chose et tu appliques. Nazim, d'abord je rappelle que nous allons donner le même temps d'intervention à Rafiq Bouhlel. Bien sûr. Mais Nazim, d'abord je tiens à vous saluer pour avoir rappelé que ce n'est pas l'armée qu'il faut dénoncer. L'armée, ce sont nos enfants, nos frères, nos sœurs, nos amis qui constituent l'armée. Ceux qui ont pris le pouvoir, qui le gardent et qui terrorisent cette armée, justement, qui la prennent en otage, c'est la junte. Et moi, je me suis toujours demandé pourquoi on dit l'armée, on ne dit pas la junte. Torma, l'Askaria. Pourquoi on ne dit pas la junte qui non seulement
persécute les militaires au point. Personne ne bouge. Personne ne bouge. Celui qui bouge, soit on le sort de l'armée par pure sécurité, soit on l'envoie à Blida, la prison militaire. Ou alors on le corrompt. Beaucoup de gens expliquent l'inflation du budget militaire qui a atteint des proportions absolument hallucinantes, qui est de plusieurs fois celui de l'enseignement, qui est de plusieurs fois celui de la santé publique. Et pourquoi? Pas seulement pour acheter des armements, il n'y a plus de place pour les armements. Et on a jusque-là. Ils n'arrivent même plus à gérer la logistique et l'entretien. Ils n'arrivent plus. C'est pourquoi le budget, l'inflation, c'est pour corrompre la majorité des officiers, parce qu'il n'y a pas que des généraux-majors et des généraux de corps d'armée. Il y a beaucoup de généraux, c'est des technocrates qui sont honnêtes, il y a beaucoup de colonels, commandants, des officiers supérieurs, il y a des officiers subalternes qu'il faut arroser. Sinon, ils ne vont pas être contents, ils vont leur dire, vous êtes en train de faire exploser le pays, quand la dalle tombera sur la tête, vous allez vous sauver vers vos bois arrière et nous laisser le pays, c'est nous qui devrons tuer nos frères. Et donc, la seule manière, c'est de les corrompre aussi. Et là, c'est en train de se faire. Mais je voulais dire une autre chose, Nazim, avant de donner la parole à Rafiq Bouhlel, et de vous donner d'abord la parole pour une question que je vais vous poser. Excusez-moi d'être aussi long. D'abord, pourquoi est-ce que nous disons tous interruption du processus électoral? Ce qui est un vocabulaire, comment dire, une phraséologie dictée par les stratèges des putschistes. Interruption du processus électoral. Alors qu'en fait, c'est un coup d'État. C'est un putsch contre la souveraineté populaire, n'en déplaise à tous ceux qui vont me traiter de crypto-islamiste ou tout ce qu'on veut. Le peuple a voté, qu'il soit 3 millions seulement ou 10 millions. Il a voté, la majorité l'a emporté. Le pouvoir législatif est tombé entre les mains du fils. Une partie du FFS aussi. Un tout petit peu pour le FLN, mais c'était la volonté populaire. Aujourd'hui, Tebboune n'a même pas eu 4%, la véritable. Et quand vous leur dites vous n'avez pas été élu, ils vous disent non, la Constitution ne prévoit pas 4 ou 10 ou 50%. L'essentiel, c'est qu'ils dépassent les autres. Il n'y a rien de rédhibitoire, les autres candidats, les autres lièvres. Moi, j'ai été voté que ce soit par 4% ou 1%, la Constitution ne prévoit. Mais pour le fils, ils ont dit non, il n'y avait que 3 millions qui ont voté. Et donc, ce n'est pas un processus électoral, ce n'est pas une interruption du processus électoral, c'est un putsch, c'est un coup d'État militaire perpétré par des généraux dont il s'avérera avec le recul du temps qui sont tous des voleurs, des assassins de masse. Je peux donner des preuves, si vous voulez. D'ailleurs, je sors bientôt un roman où je traite... Un roman, pourquoi? Parce que je n'ai pas de preuves, mais je dis ce que je sais, où je parle de ces choses-là. Alors, la dernière des choses que je voulais dire, pourquoi personne ne parle du 19 mars 1962, le jour du cessez-le-feu? Donc, cessez-le-feu, il n'y avait plus besoin de monter au maquis. Alors que l'armée des frontières, pour noyauter l'armée de l'intérieur, elle était déjà, l'armée des frontières, elle était 100 fois plus, enfin pas 100 fois, beaucoup plus importante en soldats qui n'ont pas fait la guerre, que les pauvres, les derniers maquisards qui se cachaient à gauche, à droite après les opérations Lacoste, qui n'étaient plus que quelques milliers. Alors pour les infiltrer, parce que Boumediene ne faisait pas confiance, il avait peur d'eux, il a demandé à la population civile, après l'instauration du 19 mars, de monter au maquis. Et quand ils sont descendus, ils ont été reconnus moujahidines. Il n'y a aucune différence entre eux et ceux qui sont montés en 1954, qui ont guerroyé, qui sont morts au maquis, qui ont laissé leurs femmes et leurs enfants, qui ont des veuves et des enfants de Chouhada qui ont connu misère pendant plusieurs années. Donc personne ne parle de secret de ce 19 mars 62. Aujourd'hui, etc. Mais en réalité, nous savons ce qu'il en est du 19 mars 62. Et d'ailleurs, ce sont eux, ces gens-là, quand il n'y avait plus une balle à tirer, qui, une fois descendus, ce sont eux qui ont assassiné, pas combattu, ils ont assassiné des milliers, des dizaines de milliers de harkis
désarmés. Désarmés. Je voulais vous poser la question, Nazim, avant de donner la parole à Rafiq Bouhlel, que nous avons un peu... on a été injuste avec lui, mais on va lui donner son temps de parole. Nazim, vous êtes classifié par le régime algérien comme un mouvement terroriste. Or, en France, ou en Europe, ou partout où vous existez, vous n'avez jamais été inquiété parce que tous ces États démocratiques savent que vous n'êtes pas terroriste. Et là, personnellement, j'apporte mon témoignage, puisque tous les gens de Rachad sont mes amis proches. Je n'ai jamais vu un terroriste dans les rangs de Rachad, ni entendu le moindre petit mot de terrorisme de Rachad. Alors expliquez-moi pourquoi on vous qualifie de terroriste, selon l'article 87 bis, et pourquoi vous n'avez rien fait à l'international pour vous défendre, mais je vous le demanderai de nous le dire très vite, quitte à vous inviter une autre fois pour vous donner plus de temps. Là, je vais prendre beaucoup de temps monsieur. Ah non, vous ne pouvez pas parce qu'il y a Rafiq Bouhlel qui attend. Non, écoutez, tous les régimes totalitaires traitent leurs opposants de terroristes. Pourquoi le mouvement Rached? Parce que le mouvement Rached était l'un des premiers à prôner le changement radical profond par la non-violence. Notre slogan également était Dawla Madaniya Mashi Askariya. Alhamdoulilah, même dans les rues, après le Hirak, c'est ce slogan-là, il a été soit adopté, soit dit clairement par les Algériens. Je ne dis pas que ce slogan nous appartient, Dawla Madaniya Mashi Askariya, mais en tout cas, pour ceux qui connaissent le mouvement Rached, c'était notre slogan de base. Et surtout, on était peut-être un mouvement parmi les rares où on mettait le doigt directement sur le problème ou le cancer qui ronge l'Algérie. À l'époque, rappelez-vous, Monsieur Jamaldine, que les gens, légitimement, je ne dis pas forcément par connivence ou par complicité, avaient du mal à parler de Tchoufer à l'époque, Ammari, de l'armée en général. On disait le système. Tout le monde disait le système. Mais après, généralement, on attaquait Bouteflika. Le mouvement Rached a décidé de ne pas faire dans la demi-mesure et de cibler le vrai problème de l'Algérie, c'est la junte militaire et qui est devenue omniprésente sur la décision politique, sur la décision économique, sur la décision stratégique et sur la décision diplomatique. Donc, forcément... En deux mots, Nazim, en deux mots. Oui, je crois que je vais finir, je vais laisser M. Behloul. La partie où on va se défendre au niveau international, ça sera pour une autre émission, mais je vais quand même donner à M. Bouhlel. Marhaba bik, quand vous voudrez, Nazim Taleb, rétablir la vérité et la justice devrait être la préoccupation centrale de tout le monde. Rafiq Bouhlel, je vais vous laisser vous exprimer de façon à rattraper tout le temps perdu. Mais j'aimerais que vous nous disiez surtout pourquoi est-ce qu'on dit junte, on dit armée, l'armée, pourquoi on ne dit pas la junte? Et je vous laisse vous déployer comme vous le souhaitez. Merci beaucoup. Et il n'y a aucun problème que si Nazim Taleb prend du temps. J'aime l'écouter. Merci. Et il a des arguments qui sont très clairs, très nets. Et c'est un plaisir d'être avec lui, de partager ce plateau avec vous. Donc, honnêtement, moi personnellement, j'utilise le mot junte. C'est une junte militaire sans foi ni loi. C'est quand vous disiez que c'est des assassins, oui, c'est des criminels de guerre, qui ont commis des crimes contre l'humanité. On a des livres écrits par des anciens gradés de l'armée, notamment Saïd Soueidia, où dans la page
118 de son livre où il racontait comment Saïd Chingriha, à l'époque, un illustre inconnu, assassinait des citoyens désarmés avec une balle dans la tête en disant des gros mots que je ne peux pas répéter par respect pour les téléspectateurs. On a la déclaration mythique et honteuse du général Khaled Nazar qui disait que le régime était prêt à sacrifier 4 millions d'Algériens pour rester au pouvoir. C'est une déclaration qui va rester dans les annales de l'histoire pour dire qu'ils étaient, même si le résultat était très lourd en termes de pertes humaines avec 250 000 morts, 30 000 disparus, le régime et la junte militaire étaient prêts à sacrifier 4 millions de vies humaines pour rester au pouvoir. L'histoire nous apprend quoi? L'histoire nous apprend que l'Algérie a toujours été sous des coups d'État. Quand Abdelhamid Mehri disait, Rabbi Rahmou, qu'une démocratie qui a besoin de chars militaires est une démocratie qui est malade, et qui a totalement raison, parce que l'histoire nous l'a prouvé. Nous l'a prouvé quand la junte militaire a demandé à Mohamed Boudiaf de revenir en Algérie, et puis quand il a commencé à toucher à l'intérêt des généraux et qu'il a voulu instaurer une démocratie et donner le flambeau aux jeunes, il a été assassiné de manière préméditée, calculée et publiquement. On a vu après l'arrivée de Bouteflika sa fin tragique où il a été obligé de démissionner et de remettre sa démission au général Ahmed Gaïd Salah. On voit que depuis l'arrivée de Tebboune et de Chingriha, vu qu'il n'y a plus de, entre parenthèses, de terrorisme et de cette sale guerre, ils ont automatiquement essayé de sortir l'éventail des groupes terroristes. Et ils ont placé le MAC et le mouvement Rachet comme organisation terroriste, alors qu'ils sont à l'international. S'ils avaient fait un seul tweet, un seul commentaire Facebook, un seul post Facebook faisant l'apologie du terrorisme, ils seraient déjà incarcérés et jugés et condamnés, etc. Donc, on remarque sur les 6 dernières années, on a un discours qui dit si ce régime ne reste pas en place, c'est le terrorisme qui va venir. C'est Anna et derrière moi, si c'est pas moi, c'est le déluge. Donc on voit que ce régime est toujours dans cette logique, à savoir, c'est une junte militaire qui a militarisé le domaine public, le domaine politique, qui a asservi quelques moutons politiques car ils mangent des miettes et par contre, ils n'arrivent pas à asservir et à esclavagiser un peuple de 45 millions parce qu'il a montré au moment du Hirak que c'est un peuple qui est instruit, qui est conscient et qui connaît la vérité. Et cette peur du retour du Hirak fait extrêmement trembler cette junte militaire, à sa tête Saïd Chengriha et sa clique. Rappelons que Khaled Nazar, quand il était en Espagne, il a appelé un soulèvement. Après la sortie de Mohamed Medine de prison, il est revenu avec les honneurs et avec un avion présidentiel. Pour dire que Tebboune, moi que je compare à une marionnette, et même pour être gentil, pour ne pas dire une serpillière qui ne sert à rien et qui veut montrer qu'il est devant et qu'il a un pouvoir alors qu'il n'a aucun pouvoir. Rappelons quand il était malade en Allemagne, il a dû faire une vidéo sur Twitter filmée par son fils car la junte militaire avait décidé de le sortir. Et il y a eu des négociations, des pourparlers. Tout ça pour dire que l'Algérie a toujours vécu sous des coups d'État, des putsch de manière claire, simple et nette, que tous les présidents de la République algérienne sont sortis par la petite porte, que tous les vrais militants, tous les vrais patriotes ont été exilés, assassinés ou
harcelé juridiquement et judiciairement pour ceux qui sont restés en Algérie. Donc, cela ne va pas changer à une seule condition, que le peuple reprenne sa souveraineté d'une manière ou d'une autre, du Hirak ou d'une autre manière, Hirak 2, Hirak 3, etc., pour qu'on puisse se débarrasser enfin de ce cancer qui est la junte militaire, qui a détruit le pays, qui a détruit la génération. Quand on voit la gravité de la crise économique qui frappe l'Algérie, surtout pour cette année, l'année prochaine et l'année d'après, c'est une catastrophe qui attend le peuple algérien. Et encore une fois, c'est une nécessité pour sauver l'Algérie, pour sauver ce pays et de sortir cette junte militaire. Et comme disait le Hirak, encore une fois, لازم يتنحى كاع. Il faut qu'il y ait un changement radical, un changement où la justice est au-dessus de tout le monde, les lois sont au-dessus de tout le monde, où il y a une justice sociale, où il y a l'égalité des chances, où il y a la transparence dans la gestion, où il y a le peuple qui vote pour X, Y ou Z, qu'il vote pour le MAC. Il était en Algérie, il ne représentait pas un danger. Il ne représente toujours pas un danger. Que Rachid veut aller aux élections, que Karim Tabo veut aller, etc. Et c'est le peuple qui décide. Ce n'est pas Ahmed Gaïd Saleh ou Saïd Chengriha ou Bou'lam Bou'lam ou Ben Ali Ben Ali et je ne sais qui encore. Donc pour dire en fin de compte que malheureusement, si on continue dans cette logique, l'Algérie ne verra jamais le développement. On est rentré après 1962, quand on est sorti de la colonisation française, on est rentré dans la colonisation de cette junte militaire et on est toujours colonisé. Et le jour où cette junte disparaîtra, ce jour-là, l'Algérie retrouvera une réelle indépendance. J'espère, pour ma part, que je verrai une Algérie indépendante avant que Dieu me rappelle à ses côtés et que tous les militants qui se retrouvent par milliers à l'étranger peuvent retrouver leur pays et participer dans tout, chacun dans son domaine, à l'élaboration et à la construction d'une réelle Algérie nouvelle et souveraine. Merci. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission. Je vais me permettre, moi aussi, de m'allouer un peu de temps pour parler avec vous. J'en ai déjà pris pas mal là, entre nous. Alors, d'abord, je dois rappeler quelque chose. C'est très important de le dire. J'avais dit tout à l'heure que je connais personnellement Rachid. Dire qu'il y a des gens de Rachid, pour paraphraser M. Tebboune, quand il parlait des détenus d'opinion, il a dit dire qu'il y a des détenus d'opinion en Algérie est le mensonge du siècle. Alors moi, je le paraphrase, dire qu'il y a des terroristes à Rachid est le mensonge du siècle. Mais il y a aussi autre chose à dire. Dire qu'il y a des terroristes au MAC. Moi, je ne suis pas d'accord avec le MAC. Moi, je considère que les gens qui ont libéré ce pays par un fleuve de sang, ils n'ont pas. S'ils revenaient aujourd'hui, ils n'accepteraient pas qu'on retranche 1 centimètre carré de la terre qu'ils ont libérée. Même les gens qui n'étaient pas foncièrement algériens, qui sont venus un peu peut-être de Tunisie, la frontière du Maroc, au Sahel, un peu des pays limitrophes. C'est ça les peuples, hein, ils se forment, ils se mélangent. Mais ceux qui ont défendu l'Algérie à l'intérieur des frontières tracées par le colon, par un crayon de colon, en effet, ceux qui ont défendu cette terre et qui ont versé leur sang, ils n'ont pas attendu que d'autres gens viennent combattre avec eux, qui aujourd'hui pourraient réclamer, dire non, nous, l'histoire, cette partie du peuple nous appartient. Bous'ainek, personne ne peut toucher à cette terre. Mais à l'intérieur aussi de cette terre, moi je suis contre ceux qui voudraient arracher ce lambeau de chair, cette partie du cœur de l'Algérie, l'arracher de la mère patrie. Donc c'est mon droit aussi de dire que je ne serai jamais d'accord avec un tel projet. Mais dire que le MAC est le qualifié de terroriste parce que quelqu'un a ramené des armes de chasse, je ne sais pas quoi, qu'il a passé
par des chemins détournés. C'est une vraie scélératesse, c'est une vraie forfaiture, c'est une trahison des shuhada, comme ils disent eux-mêmes. Le MAC, il n'y a pas de terroristes dans le MAC. Je voudrais dire aussi, Gaïd Saleh, je ne sais pas, je ne suis pas sûr de moi, mais il semble qu'après sa mort, il n'y ait pas eu d'autopsie. Il semble même que l'un de ses enfants qui a exigé une autopsie en l'aurait menacé. Si jamais tu reparles de ça, tu vas te retrouver dans de sales draps. Donc, j'aimerais bien qu'on nous confirme. S'il n'y a pas eu d'autopsie pour Gaïd Saleh, ça veut dire qu'ils l'ont tué. Parce que personne ne peut prendre le risque de ne pas faire d'autopsie si je suis sûr de moi. C'est pas moi de le tuer. Non, on va m'accuser après. Non, faites l'autopsie. Et ramenez des médecins étrangers pour qu'ils fassent l'autopsie. Or, s'ils n'ont pas fait l'autopsie, ça veut dire qu'ils se confirment qu'ils l'ont tué. Autre chose, la tempête qui a empêché l'inauguration du projet du siècle de M. Tebboune. Si c'est vrai que ce n'est pas un prétexte que vous nous avez inventé pour nous cacher quelque chose de louche, la tempête est passée. Alors, inaugurez, comme ça, pour nous fermer nos bouches menteuses. Inaugurez le projet, comme vous l'aviez prévu, en grande pompe, et comme ça, nous allons fermer nos bouches. Et on ne va plus mentir sur votre compte. Maintenant, si vous n'inaugurez pas dans les jours qui viennent, là, maintenant, tout de suite, parce que tout a été fait, des centaines de millions ont été dépensés pour ça. Alors, si vous n'inaugurez pas, ça veut dire que vous nous cachez quelque chose. Et enfin, je finirai par Madame Qayloula, la siestarde, qui est parvenue à devenir une grande personnalité au sein du Sérail. Et quand je dis Sérail, je pèse mes mots, n'est-ce pas, qui a donc refusé de répondre à la convocation à la 3e reprise. 3 fois elle est convoquée, son procès est prévu, programmé, dernière minute, elle ne vient pas, madame. Et là, je vais vous dire, parce que moi je connais bien ce régime, celui qui la protège, ou ceux qui la protègent, ils connaissent bien la justice. Ils ont dû lui dire, écoute, les équilibres en ce moment ne sont pas en notre faveur, mais tu vas faire quelque chose. Il ne faut pas y aller, c'est tout. Ne réponds pas à la convocation. Et aucun juge ne pourrait risquer sa carrière à t'envoyer un mandat d'amener, à envoyer un mandat d'amener contre toi, pour envoyer la gendarmerie te chercher. Parce que c'est la loi. Lorsqu'elle ne répond pas aux convocations 3 reprises, le juge d'instruction ou le procureur envoie un mandat d'amener. Or, ils ne l'ont pas fait. Parce que celui qui lui a conseillé de ne pas y aller, il sait que ces magistrats sont trop lâches, je pèse mes mots, pour imposer leur droit, leur devoir à appliquer la loi et à faire triompher la justice. Si tu veux entretenir ta petite copine, tu le fais chez toi où tu ne viens pas jouer dans l'honneur et la dignité de la nation. Et si ta petite copine, elle a violé la loi ou frappé quelqu'un ou donné une gifle à quelqu'un ou détourné des fonds, le juge, c'est tant que c'est un juge, malheureusement ce n'est pas le cas, doit la convoquer et la condamner. Merci Rafiq Bouhlel, merci Nazim Taleb, merci à vous chers amis, excusez-moi aujourd'hui d'avoir été un peu excessif, bon, il paraît que ça vient avec la vieillesse. Merci, bonne soirée. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.